Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. La peine de mort pour 6 accusés est réclamée par le procureur au procès de Burgos. Le gouvernement brésilien est divisé devant les exigences des ravisseurs de l'ambassadeur suisse. Un nouveau tremblement de terre au Pérou, telles sont les principales informations de ce journal, où également François de Closet nous fera un portrait du prix Nobel français, le physicien Louis Nel, et où un spécialiste nous parlera du problème de l'eau en France. Jacqueline Alexandre présentera enfin le magazine de Télémidi. Le procès de Burgos. C'est déjà vers le général Franco que se tournent les regards, car c'est de lui en définitive qu'il dépendra de gracier, s'il y a lieu, de gracier ou non, les accusés en cas de condamnation à mort. Franco a 78 ans et il est question qu'il installe son successeur l'an prochain. Et maintenant, ici, à Burgos, commence la longue attente du verdict. On le connaîtra, ce verdict, dans 5 ou 6 jours. Vous savez dans quel climat dramatique s'est achevé hier le procès, dans le tumulte, les menaces, le sabre sorti du fourreau, les parents arrêtés, les journalistes et le public chassés, un procès qui s'achève sans plaidoirie ni comparution de témoins, à l'extérieur des manifestations, un peu partout dans le monde. Ce soir, on nous informe que les partis de gauche et les syndicats ont décidé de manifester leur soutien à Paris aux nationalistes basques, ce soir aux Champs-Élysées à 18h30. Et puis, ne l'oublions pas, la vie d'un consul allemand en jeu, d'un otage qui est innocent mais qui est allemand. C'est ce qu'ont dit les Basques. Ils ont dit « nous l'avons enlevé en souvenir de Guernica ». Jean Lacouture, je vois là un symbole assez inquiétant. Depuis 31 ans, on avait commencé à oublier la guerre civile, il y avait une volonté d'oublier la guerre civile, et beaucoup d'observateurs estiment que jamais encore, depuis 31 ans, on avait senti peut-être une pareille fermentation en Espagne. Alors aujourd'hui, ce n'est pas seulement vers le général Franco que se tournent les regards, mais je crois qu'il se tourne aussi vers l'extérieur, vers l'opinion mondiale, et la pression de cette opinion mondiale, en quoi peut-elle jouer sur les décisions ? Bien, elle peut évidemment jouer à double tranchant. Il ne faut pas se faire d'illusions. Dans 2 précédents, au moins, entre beaucoup d'autres, les interventions étrangères en Espagne, vis-à-vis de l'Espagne franquiste, ont joué un rôle plutôt négatif. Il est vrai qu'en 1945, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au moment où les amis du général Franco étaient vaincus, en 1945, des interventions sont venues d'Angleterre, de France, pour un assouplissement du régime franquiste. Et elles ont donné un résultat plutôt négatif. Et le régime franquiste est plutôt durci de façon nationale, s'est rassemblé sur lui-même. Dans l'affaire Grimau également, de Julian Grimau, les pressions étrangères, celles des soviétiques en particulier, ont certainement été défavorables. Mais n'oublions pas que ces pressions sont appelées de toute évidence par les accusés et que leur attitude dans le procès d'hier était une sorte d'appel au monde pour dramatiser leur affaire, et ils sont évidemment moins soucieux d'obtenir l'indulgence du jury, du tribunal, que de poser leurs problèmes et le problème du régime de l'Espagne en termes le plus dramatique et le plus solennel possible. Il y a autre chose encore, Jean Lacouture. L'Espagne, aujourd'hui, a besoin de l'Europe. Elle sollicite plus ou moins son entrée en Europe. Elle a besoin, je ne parle même pas des touristes qui viennent chez elle. Et l'Espagne a eu besoin également de l'Europe pour affermir son régime, puisque Franco a été affermi par une autre Europe, si vous voulez. Alors, oui, c'est là où on retrouve un argument qui est celui des Espagnols, du régime espagnol aujourd'hui, qui s'indigne de l'intervention étrangère. Mais il ne faut pas oublier que le régime espagnol aujourd'hui est fruit d'une intervention étrangère, que la guerre d'Espagne a été une guerre internationale, que ça a été la victoire du fascisme sur le progressisme européen, c'est vrai, mais ça a été une victoire obtenue avec une très grande participation étrangère. Les Allemands de la Légion Condor, qui ont détruit Guernica, comme le rappelait mon ami Niedergang dans Le Monde hier au soir, que ce soit les Italiens de Guadalajara, que ce soit les Marocains du général Méziane, ont obtenu la victoire pour le général Franco et pour son régime. Qu'aujourd'hui le monde jette les yeux sur l'Espagne et sur ce qui s'y passe, ce n'est pas surprenant, car l'Espagne, au pouvoir, a réclamé l'intervention du monde sur son territoire. Donc là, je crois qu'il y a une sorte de droit de regard du monde sur ce qui se passe en Espagne, parce que le problème espagnol est un problème international depuis l'origine du franquisme. Je vous remercie, Jean Lacouture. À Londres, un autre diplomate enlevé, libre celui-là, James Cross, qui a été prisonnier du FLQ pendant 8 semaines, a donné hier une conférence de presse.
L'épouse du diplomate que vous voyez arriver sur votre écran, pendant toute la conférence de presse, resta assise à côté de son mari. Visiblement, le récit de M. Cross a ravivé le terrible souvenir des 60 jours d'angoisse qu'elle avait connus. Barbara Cross ne cessait de serrer et desserrer ses mains nerveusement. Samedi, dit M. Cross, fut un jour calme jusque tard dans l'après-midi où nous regardâmes la télévision. D'abord, la nouvelle vint qu'un corps avait été trouvé dans le coffre d'une voiture, puis que le corps était celui de M. Laporte, le ministre enlevé comme moi. Plus tard, on annonça que mon propre corps avait été trouvé. Ce fut la nuit la plus terrible de ma vie. Je pensais à ma femme qui avait dû regarder la télévision en même temps que moi. Le diplomate anglais n'a jamais vu le visage de ses ravisseurs, mais comme on lui demandait ce qu'il ferait s'il les rencontrait à nouveau, il dit simplement « J'appellerai le policier le plus proche ». James Cross va maintenant passer de longues vacances en Suisse avant de reprendre ses fonctions. Londres n'est pas une ville particulièrement ensoleillée. Eh bien, les ténèbres risquent de s'y épaissir encore puisque la grève du zèle de l'électricité, malgré les efforts du gouvernement, se poursuit en Grande-Bretagne. Avant-hier, les syndicats avaient appelé à une manifestation dans les rues du centre de Londres. Parmi les manifestants, on reconnaissait la députée d'Irlande du Nord, Bernadette Devlin. Calme défilé, comme il sied à la dignité britannique. Mais les slogans protestant contre les projets du gouvernement conservateur, qui veut réformer l'organisation syndicale, étaient assez violents. Ainsi, par exemple, seuls les esclaves n'ont pas le droit de faire grève. Les effets de la grève du zèle des électriciens sont toujours très sensibles, pas de signalisation dans les rues. Pompe à essence manœuvrée à la main. Éclairage à la bougie, bien entendu. Et surtout, peu ou pas de chauffage, l'électricité étant la source la plus répandue. La recherche ou la réquisition de groupes électrogènes ne fournit qu'un maigre palliatif, et en Irlande du Nord, les conséquences sont plus sérieuses, faute de sources autonomes d'électricité. 100 000 Irlandais du Nord sont actuellement au chômage forcé. Une autre grève qui risque d'être fort spectaculaire aussi, celle-là, c'est celle des cheminots américains qui ont cessé le travail à minuit au nombre d'un demi-million, malgré un vote du Congrès qui leur accordait une augmentation de 13,5%, et malgré l'opposition du président Nixon. La décision du président Tito d'annuler brusquement sa visite officielle en Italie, une visite au cours de laquelle il devait être reçu par le pape Paul VI, a fait un certain bruit ce matin dans la presse italienne. Vous savez que cette rupture, cette renonciation à ce voyage est en relation avec le problème de Trieste, qui est un vieux contentieux entre l'Italie et la Yougoslavie. Comme je vous le disais au début de ce journal, un fort tremblement de terre a été signalé cette nuit à la frontière du Pérou et de l'Équateur. Il est d'une force de 7 degrés 7. Ce sont les mesures d'une échelle internationale qui s'appelle de Richter. 7 degrés 8, c'était l'amplitude du séisme qui avait fait au mois de mai 50 000 morts et 200 000 sans-abri au Pérou. Par conséquent, c'est un séisme à peu près aussi grave. C'est dire que l'on craint un nouveau désastre et nous attendons des informations à ce sujet. Les affaires françaises, d'abord un sondage. Que pensent les Français de l'action du gouvernement? Un sondage de l'IFOP qui sera publié demain dans l'hebdomadaire Les Informations semble montrer que les Français sont satisfaits de la façon dont le gouvernement maintient l'ordre, de sa politique sportive et de sa politique étrangère. Ils sont moyennement satisfaits de ce que fait le gouvernement en matière de défense nationale, d'équipement, d'enseignement et de construction. Enfin, les Français seraient franchement mécontents de l'action du gouvernement dans le domaine économique et agricole. Une information du Parlement, la Commission des finances de l'Assemblée nationale, réunie ce matin sous la présidence de M. Jean Tétinger, a adopté à l'unanimité le projet de loi exonérant des droits de mutation par décès la succession du général de Gaulle. Cette mesure n'est pas sans précédent, puisqu'on l'avait également adoptée pour les maréchaux Delattre, Juin et Tassigny. Louis Nel, physicien français prix Nobel, recevra son prix aujourd'hui à Stockholm. François de Closet a posé aux savants français la question qu'il faut, je crois, poser à tous les savants du monde. Connaissez-vous? Êtes-vous conscient de vos responsabilités?
Vous, savants, chercheurs, avec vos découvertes, c'est vous qui changez la vie des hommes. Est-ce que ça ne comporte pas des implications sur le plan politique? Ah ben... non, moi je fais mes découvertes parce que... Enfin, je fais de la physique parce que ça m'intéresse de faire de la physique et que c'est une joie supérieure, la joie supérieure de connaître, mais on pense rarement aux implications. On n'est quelquefois même pas très heureux qu'on applique vos découvertes, c'est pas... Dans votre cas, les découvertes que vous avez faites ont entre autres abouti à la mise au point des ferrites. Or, toute l'électronique, c'est-à-dire les radars, les ordinateurs, la télévision, les postes de radio, c'est moitié semi-conducteur et moitié ferrite. L'air électronique, c'est en grande partie vous. Est-ce que vous y pensiez quand vous faisiez ces recherches? Non, mais alors ça aboutit à la conclusion qu'il y a deux hommes en moi, puis il y a le chercheur et puis l'homme, et puis il y a une espèce de contradiction peut-être entre les deux. Mais en vous ou en tout chercheur? Je pense que ça devrait être en tout chercheur, finalement. C'est-à-dire que le chercheur ne se rend pas compte de ce qui va se passer à la suite de ses travaux. Oh bah ça c'est certain, si vous prenez l'exemple des premiers chercheurs sur l'atome, de Rutherford et des autres, ils n'avaient aucun sentiment de ce qui se passerait plus tard, et au contraire, ils étaient même sûrs qu'il ne se passerait rien du tout. Est-ce que vous ne trouvez pas plus confortable d'être physicien que d'être biologiste? Alors je trouve certainement plus confortable d'être physicien, je suis très heureux d'être physicien. Et la biologie vous fera un peu peur? Elle me fait un petit peu peur, parce que justement, là, il y a des conséquences qui me semblent terribles si on les développe trop. Et quand vous voyez les applications qui sont faites en dernier ressort de vos découvertes, est-ce qu'il n'y a pas, comme l'ont eu les physiciens à propos de la bombe atomique, un sentiment de crainte? Certainement, dans certaines recherches, si je faisais de la biologie, je serais extrêmement inquiet sur ce qu'on pourrait faire avec mes découvertes. Mais la physique du solide, qui est ma spécialité, c'est plutôt une affaire de gadget. Ça ne change rien d'essentiel, je crois. On peut faire beaucoup de choses avec l'ordinateur, et toutes les mémoires d'ordinateur découlent de vos travaux. Là, je suis très inquiet sur tout ce qu'on peut faire avec les ordinateurs. Et surtout que, alors là, nos découvertes, peut-être, enfin, ce qu'on fait dans mon laboratoire, mes collaborateurs, ont des implications très importantes pour les ordinateurs, parce que nous pouvons espérer, dans le même volume, avoir des mémoires qui soient 100 fois ou 1000 fois plus grandes que celles que nous avons maintenant. Alors là, ça deviendra réellement dangereux quand on aura un ordinateur qui pourra renfermer quelques milliards de bits d'informations. Enfin, c'est... Dangereux, pourquoi? Comment? Bon, on a cité par exemple la mise en fiche de tous les Français avec tous les renseignements d'état civil, le relevé de leurs impositions, toutes les contraventions qu'ils prendront pour stationner leurs automobiles, etc. Il est tout à fait pensable qu'on puisse rassembler sous un petit volume des informations concernant 50 millions de Français. Mais en somme, Ce sera un viol de la vie privée. quand vous faites de la recherche, vous vous souciez de la connaissance ou du bonheur des hommes? Oh, je crois qu'on se soucie surtout de la connaissance. C'est un plaisir personnel. Je vous dirais qu'il n'y a pas de différence essentielle entre la résolution d'un problème d'échec et la résolution d'un problème de physique. C'est à peu près la même chose. Si ce n'est qu'on n'a jamais vu un champion d'échecs changer la vie des hommes. Oui, mais ça c'est secondaire, c'est un épiphénomène. Est-ce que vous ne ressentez pas la tentation des alchimistes, puisque vous faites ça, de garder la connaissance pour vous et de ne plus la donner à des ingénieurs qui vont l'appliquer à Dieu sait quoi? Moi je concevrais assez un système où on garde pour soi, ou tout au moins dans un petit cercle, les connaissances, et qu'elles ne soient pas divulguées d'une manière inconsidérée. Mais à Grenoble, vous travaillez avec des industriels qui appliquent vos travaux. Tout ça, c'est le signe de la contradiction permanente qui habite chaque savant, je crois. Je vous prie d'excuser le lapsus grossier que je viens de faire en parlant des maréchaux Delattre et Tassigny. Il s'agit bien entendu d'un seul maréchal qui s'appelle Delattre de Tassigny. Le problème de l'eau, dont je vous parlais tout à l'heure, ce n'est pas particulièrement par goût gastronomique que les Français consomment de plus en plus d'eau minérale, une eau minérale qui leur coûte 500 fois plus cher que l'eau du robinet, mais c'est qu'ils se méfient de l'eau du robinet. Car cette eau,
Ils savent qu'elle est de plus en plus polluée, et le problème de l'eau, c'est un problème qui se pose à l'échelle planétaire. Les Français, comme les autres, comme partout, ont peur de l'eau du robinet. Et il y a beaucoup de raisons, bien entendu, à cette augmentation de la consommation de l'eau minérale, l'augmentation de la pollution avec celle de la population, la difficulté de plus en plus grande d'épurer, et finalement d'avoir de l'eau en quantité suffisante sur notre terre. En ce moment, se tiennent à Paris les journées de l'eau. Monsieur Chéret, vous êtes le chef du secrétariat permanent pour l'étude des problèmes de l'eau. Alors, je voudrais vous demander de quoi s'occupe cette organisation que vous représentez. Et puis, je voudrais vous demander surtout s'il n'est pas trop tard pour s'occuper de la pollution de l'eau. Mais je crois que vous savez que, effectivement, dans tous nos pays industrialisés, la pollution a déjà atteint considérablement un certain nombre de rivières, la Seine par exemple, des rivières du Nord et de l'Est, et se propage très vite. Je ne crois pas néanmoins qu'il soit trop tard. C'est un problème de décision d'abord. Vous savez qu'on se sert dans l'industrie, dans les villes, d'un grand nombre de choses et qu'on fabrique des déchets, il faut les évacuer. On se sert de l'eau pour évacuer ces déchets. Et en somme, un conflit tous les jours entre le développement industriel et la propreté de l'eau. Oui, le drame, si je comprends bien, c'est que l'eau sert à laver ce qu'il y a de plus sale et de plus dangereux dans l'industrie. Dans l'industrie et aussi oui. Chez nous, dans notre logement, n'est-ce pas? Nous sommes également dans le coup. Et alors, vous savez que toutes les régions, tous les départements, toutes les communes même cherchent à attirer des industries, cherchent à créer des emplois nouveaux. Et bien souvent, il y a un conflit pour les autorités locales. Attirer des emplois nouveaux, cela veut dire polluer les eaux. Ne pas attirer d'emplois nouveaux, cela veut dire chômage. Il y a une difficulté de volonté. Ceci dit, je crois qu'on pourrait traiter à peu près 50% de la pollution actuellement existante avec les moyens techniques que nous avons et sans trop de dépenses. Donc, il faut le faire. Et puis, c'était l'objet essentiel d'ailleurs de ces journées dont vous avez parlé. Il y a également des problèmes techniques à résoudre. Il y a des problèmes très difficiles pour un certain nombre de produits chimiques, des problèmes coûteux, par exemple, pour la pâte à papier. Et puis finalement, tout ceci se traduit par, malgré tout, il y a des déchets à la fin, aussi bien dans les processus de fabrication que même mon costume deviendra déchet. Il faut bien le mettre quelque part, n'est-ce pas? Et donc je crois qu'il faut trouver des endroits où mettre tous ces déchets. C'est ça le deuxième problème. Un problème technique d'épuration, de changement de procédé de fabrication et de choix de répartition d'activités sur le territoire. On peut même dire finalement que le problème numéro 1 pour vous n'est pas tant d'épurer de l'eau que de savoir où se débarrasser des déchets sans avoir recours à l'eau courante dont nous avons besoin. Ce serait le mieux. Je vous remercie. Je vous remercie. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. C'est ce que chante Georges Brassens. Vous en souvenez? Et voici pour ajouter à l'album sentimental déjà énorme de cette guerre qu'on appelle la Grande Guerre, l'histoire du poilu Jules Renoir et de sa statue qui se sont rencontrés 50 ans après grâce à André Morel. Alors comment ça s'est passé? Ça s'est passé, vous savez, ça aurait pu être un autre que moi, là, le capitaine, il m'avait à la bonne, il m'a dit, tiens, veux-tu faire un petit boulot tranquille? Il dit, veux-tu y aller? Bah, je dis, je veux bien, moi. Puis j'ai parti comme ça. Ah, vous avez été muté à Paris? Muté à Paris, oui. Est-ce que ça vous a plu, cette petite séance? Oh là, j'aurais bien rempilé, hein. Ah, ça, j'aurais bien rempilé. De Bernay, vous êtes allé rue Le Pic, chez le sculpteur Le Jeune. Le Jeune. C'est ça. Et là, comment se passait votre séance de pause? Je commençais tous les jours à 8 heures. Avant de travailler, on allait boire le café, la goutte, un croissant ou deux. Puis on se mettait au travail vers 8h30. C'était peu commun pour une recrue. Et puis, mais moi je croyais que c'était pratique, mais c'est fatigant, hein. Au bout d'un quart d'heure ou une demi-heure que vous étiez dans la même tenue, hein, et ben, vous pensez à vous fatiguer. Alors le sculpteur, il me dit, t'es fatigué, bon, une photo, on fumait une cigarette, 2 cigarettes, des photos instantanées, quoi, pour me remettre encore dans la même position un quart d'heure après, quoi. Mais dans quelle tenue étiez-vous? En soldat, avec ma capote,
Mais alors il y avait une Marianne aussi. Ah ben, je faisais de la moulure à côté, là. Alors, quand on arrêtait, pour se reposer, elle venait prendre, elle soutenait un soldat blessé. Alors, elle venait me soutenir pour prendre la photo, puis après ça, elle se retournait à son boulot. Et dans quelle tenue était-elle, elle? Oh ben, elle était à poil, oh, complètement à poil. Là, oui, Et ça a duré combien de temps? 2 mois et demi. Et pendant 2 mois et demi, vous avez soutenu Marianne nue comme cela? C'est plutôt elle qui me soutenait, j'étais un soldat blessé. Alors. Je n'ai jamais connu son nom. Puis vous savez, quand on est au boulot comme ça, et puis qu'on a que 20 ans, on n'est pas encore hardi. Hein. Monsieur Renoir, quand vous avez vu cette statue que vous n'aviez pas vue depuis sa réalisation, c'est-à-dire depuis 1920, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben, j'ai presque eu les larmes à l'œil. C'était émouvant pour vous. Ah oui, je n'aurais jamais cru qu'elle était comme ça, hein. Surtout que je n'avais jamais reçu de carte postale, rien du tout pour me la représenter, quoi. Et ça vous ressemblait vraiment? Ah oui. Le soldat me ressemble bien. Est-ce que vous êtes content d'avoir une statue comme ça? Que voulez-vous, je suis content. Sur les journaux, ils me disent que je suis immortel. Voilà. Dans 1000 ans, j'existerai encore. Et vous vous sentez immortel? Ben, d'après la statue, oui. Eh bien, quittons Jacqueline Alexandre, le poilu Jules Renoir, que nous n'oublierons pas, pour vous laisser ouvrir vos pages de magazine. Je crois que vous nous donnez 2 choses, la mode et puis du cinéma. Et dans la mode, j'ai l'impression que cette année, on va consommer énormément de chèvres, non? Oui, c'est un petit peu ça en effet, parce que vous savez que l'hiver est là depuis avant-hier et il est bien temps de sortir vos manteaux de fourrure. Si vous n'en avez pas encore un, il y a quelques modélistes, des jeunes modélistes, ils ont en moyenne moins de 26 ans à peine, et ils ont bien entendu décidé de faire une mode pour les jeunes. Eh bien, pour les jeunes, on ne peut évidemment pas essayer de leur vendre des fourrures très chères. C'est pourquoi, comme vous le dites, ils ont décidé de faire des manteaux en chèvre, en singe et en croûte. Ce sont des manteaux donc assez bon marché. En croûte. C'est une sorte de cuir. Ah, c'est une sorte de cuir. C'est un reportage d'Isis Lamy sur des images de Jacques Aubertin. Pour les jeunes, un prêt-à-porter féminin spécialisé dans les cuirs, les peaux et les fourrures, comme le poulain et la chèvre. Chèvre beige ou marron pour les longs gilets sans manches. Celui-ci est doublé du même tweed que sa combinaison pantalon nouvelle longueur. Poncho travaillé en chevron, peau sable et tricot naturel, même tricot pour le chandail et le pantalon. Très confortable, le manteau de chèvre noire. Travail de ruban de cuir et de peau entrecroisés sur cette veste rose avec pantalon de peau assorti. Ceinture tressée sur le maxi-manteau de cuir vermousse. Bleu nuit, il est brodé de motifs de tons contrastés. Gotcho est le nom de cet ensemble de peau bordeaux. Jupe culotte, ornée de franges, blouson et chapeau de cow-boy.
Eh bien, comme nous sommes jeudi, c'est aux très jeunes téléspectateurs que je vais m'adresser maintenant. Vous savez que pour réaliser un film à succès, un long métrage par exemple, il faut au maximum 6 mois. Eh bien, il a fallu 7 ans aux caméramens pour retenir les images du film dont voici le titre, Territoire des autres, et dont nous allons voir maintenant un extrait. Il a fallu en effet attendre des jours et des nuits que quelque chose se passe. Gérard Vidalanche, au Parlement cette nuit, on a parlé d'options d'achat d'actions. Voudriez-vous nous donner quelques explications? Eh bien écoutez, voici comment se présente cette nouvelle formule de placement. Vous savez qu'on a d'abord parlé il y a quelques années de l'intéressement, c'est-à-dire la participation aux bénéfices. Ceci est entré en application et déjà il y a 2 500 000 salariés qui sont intéressés en quelque sorte à cette participation aux bénéfices. Maintenant, il s'agit non plus d'un droit au bénéfice, mais d'un droit au capital, c'est-à-dire que les sociétés seront encouragées à permettre à leurs salariés, à l'ensemble de leurs salariés, on avait pensé à un moment qu'il s'agissait simplement des cadres qui étaient concernés, mais il s'agit bien maintenant de l'ensemble des salariés d'une entreprise, eh bien on va leur donner la possibilité d'acquérir des actions. Alors bien sûr, ce ne seront pas des actions qui seront données gratuitement, il ne s'agit pas de l'actionnariat par exemple chez Renault, il s'agit d'actions qui pourront être acquises à un certain prix. Alors les salariés qui accepteront d'acquérir ces actions, et les sociétés ne sont pas obligatoirement obligées d'imposer cette distribution d'actions, eh bien on prendra soit le cours de l'action en bourse si la société est cotée, et si la société n'est pas cotée, eh bien la société recourra à des experts pour fixer le prix d'achat. Vous savez, l'option d'achat, c'est une formule tout de même qui est assez pratiquée. C'est la formule oui mais, c'est-à-dire que l'on n'achète pas immédiatement, c'est-à-dire que l'on ne paye pas immédiatement. Si par exemple, je veux m'intéresser aux actions Peugeot, je suis salarié chez Peugeot, les cours en bourse sont de 260 francs, eh bien, si la société me donne droit, par exemple, à acheter 10 actions, je pourrais les acheter au cours de bourse qui est actuellement de 260 francs.
mais je ne pourrai verser le paiement de ces actions que dans 1 an ou dans 2 ans. Tout ça sera fixé dans les contrats. J'aurai donc pendant 2 ans la possibilité de suivre l'évolution de ces cours. C'est tout de même quelque chose d'avantageux, puisque je n'aurai rien à décaisser immédiatement, rien à payer immédiatement. Alors si je suppose que, et ce qui arrive tout de même assez fréquemment, que les actions montent en bourse, que le cours de 260 francs soit devenu par exemple 300 francs, eh bien, dans un délai d'1 an, je pourrai acheter des actions Peugeot, donc, qui vaudront en bourse 300 francs, donc j'aurai presque déjà réalisé un bénéfice. Alors, cette formule-là, qui est très répandue aux États-Unis, et c'est une formule qui permet en quelque sorte de récompenser, en dehors des salaires, bien entendu, de récompenser l'efficacité, le dévouement du personnel, sa fidélité également à l'entreprise. C'est une formule qui va être encouragée et le gouvernement entend précisément acclimater cette formule. Il y a des restrictions sur le plan fiscal, c'est-à-dire qu'il faudra conserver ces actions pendant 5 ans pour ne pas avoir aucun impôt à payer, et si l'on revend les actions avant les 5 ans, eh bien il faudra déclarer les plus-values au titre de la déclaration des revenus. Du reste, cette restriction, pour ma part, c'est une opinion personnelle, mais qui est partagée par de très nombreux financiers, est regrettable, car on va donc imposer ce blocage pendant 5 ans, alors qu'une certaine franchise fiscale serait certainement plus souhaitable. Il y a un accord aujourd'hui qui a été rendu officiel et qui est important. Pour l'instant, il s'agissait simplement de rumeurs et je crois que j'en avais fait déjà état. C'est la prise de contrôle par Gervais Danone de Regia Panzani, qui est la première firme française fabriquant des pâtes alimentaires. C'est donc pour Gervais Danone une nouvelle diversification de ses activités et l'on pense que cette concentration, certainement en France, provoquera une implantation plus développée en quelque sorte des usines qui fabriquent des plats cuisinés. C'est une industrie qui se développe beaucoup dans les pays industrialisés, si bien que Gervais Danone, donc en dehors de ses fabrications traditionnelles, pourra s'intéresser à ce débouché nouveau. Aujourd'hui, la Bourse de Paris n'a pas été trop mauvaise, donc la hausse des 2 séances précédentes se trouve confirmée aujourd'hui. Il y a des hausses, notamment du côté des valeurs de ciment et également du côté de certaines grandes valeurs chimiques, comme par exemple l'Air Liquide qui a monté aujourd'hui. Rhône-Poulenc est également plus ferme, beaucoup mieux disposée. La société d'ailleurs annonce une augmentation de plus de 60% des revenus de son portefeuille depuis le début de l'année. Les pétroles d'Aquitaine viennent d'annoncer leur 3e découverte de pétrole en Libye, et ceci tout de même est intéressant. Voici un tableau sur les récentes introductions de sociétés à la Côte de Paris. Ce tableau vous montre que depuis en quelque sorte seulement quelques semaines ou quelques mois, eh bien, les cours ont progressé sur les premières cotations. Par exemple, Locatel 548 contre 466, et surtout les chaussures André qui valent maintenant 452 contre 395 il y a quelques semaines. Donc la bourse qui doit acclimater les affaires nouvelles remplit bien son rôle, et précisément aujourd'hui, une nouvelle affaire doit être introduite, c'est Novafer, qui est une société spécialisée dans la vente de ferraille, et c'est en même temps une société de services. Sur l'or, aujourd'hui le lingot a remonté légèrement à 6680 contre 6650 avec un marché qui est pratiquement nul, tandis que le Napoléon pratiquement répète son cours de la veille, 56 francs 50. C'était la Bourse de Paris. À vous les studios. Eh bien, prochain grand rendez-vous d'information avec Télésoir. Merci Georges Walter. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 13 h. Au revoir, bonne journée.